cet épisode, nous allons essayer de parler de l'expertise immobilière. Est-ce qu'il y a une loi qui encadre l'expertise immobilière au Maroc? Les qualifications d'un expert immobilier doivent être à la fois techniques, juridiques, urbanistiques et financières, si on veut dire. Pour donner une idée générale sur la mission de l'expertise immobilière, quelles sont les méthodes qui sont utilisées pour évaluer un actif immobilier? Alors, les méthodes qui sont, les méthodes qui sont utilisées pour évaluer des actifs immobiliers, il y en a plusieurs méthodes. C'est des méthodes qu'on ne peut pas appliquer à tous les actifs immobiliers. C'est-à-dire qu'il y en a des méthodes qui s'adaptent mieux à une catégorie d'actifs et qui sont inapplicables dans d'autres catégories d'actifs. Il y a la première méthode, c'est la méthode la plus intuitive. C'est la méthode par les comparables, la méthode comparative, pas uniquement en immobilier, même quand tu veux acheter une voiture, la première action que fait un acheteur potentiel des voitures, c'est de comparer les offres sur le marché. Et du coup, l'évaluation comparative, on part au comparable. On cherche les transactions ayant concerné des actifs immobiliers similaires à l'actif objet d'expertise. On essaye de chercher les trois similarité, si on veut dire, ou similitude, elle doit être proche géographiquement, la transaction doit être récente et l'actif objet de la transaction comparable doit être similaire physiquement à notre actif immobilier. Donc ça, c'est en ce qui concerne les transactions. On cherche également des offres parce que y a plusieurs offreurs. Il y a un investisseur qui va atterrir sur le marché immobilier. Puisqu'il a plusieurs offres d'évaluation immobilière, il va procéder à une comparaison entre les offres. Donc, ces offres-là, ou ces offreurs qui sont là, malgré que l'offre est une prétention ou est une volonté d'un vendeur potentiel de vendre l'actif immobilier à un prix donné, ça veut dire que c'est une valeur avant, ou là c'est un montant avant négociation qui peut éventuellement inclure une commission d'un intermédiaire si ce n'est pas le vrai vendeur qui le met sur le marché, mais également il donne une idée sur le marché immobilier. Ça, c'est la méthode comparative. On utilise soit les transactions, soit les offres. Il y a la méthode par décomposition, la méthode par les coûts. Déjà, un actif immobilier, on part voir sa genèse. C'est un promoteur qui a acheté un terrain, qui a construit moyennant un ensemble de charges et qui réclame à la fin une marge. Et du coup, si je pars évaluer, dans des cas, on part par décomposition, on fait la valeur du sol et on rajoute la valeur du construction. Éventuellement, les constructions n'ont pas la même valeur vu la dégradation, vu qu'un bâtiment il a une durée de vie. Donc, on essaye de retrancher la dépréciation due à la vétusté du bien immobilier concerné. Il y a également la méthode capitalisation de revenus. On dit qu'un bien immobilier ne vaut que ce qu'il peut générer en matière de revenus. Donc, on se prononce sur un revenu qui est stable et durable dans le temps et on le capitalise moyennant un taux de capitalisation pour faire sortir le capital correspondant qu'un investisseur averti peut mettre en contrepartie pour toucher le revenu qu'il génère. Quand on parle d'un revenu dans le cadre d'un actif immobilier, c'est un loyer finalement. Et quand le bien immobilier a une structure de loyer un peu complexe, qui évolue dans le temps, plusieurs locataires, des risques de vacances, ça veut dire qu'il y a des locaux qui vont être loués, d'autres qui seront libérés, soit libérés simplement et purement, ou ils font partie d'une difficulté de recouvrement ou d'un litige éventuellement. Alors, pour pouvoir évaluer cette catégorie d'actifs, on part à une DCF, à une méthode un peu complexe. La DCF et la capitalisation de revenus, c'est pratiquement la même méthode, sauf la capitalisation de revenus, on suppose la stabilité du flux financier sur une durée très longue. La DCF, on se prononce sur 10 ans avec une valeur de sortie et on essaye de schématiser les divers flux financiers qui concernent chaque année, à savoir les flux positifs, les flux négatifs, les travaux, les vacances, les revenus, les loyers, ainsi de suite. La cinquième méthode, c'est la méthode bilan promoteur ou bilan lotisseur. Ça veut dire on simule une opération immobilière et on se projette sur la réalisation du projet et on essaye de cerner toutes les facettes fiscalité, travaux et chiffre d'affaires potentiel également. Donc il faut faire une étude de marché, mais maintenant l'étude de marché, il faut la projeter de le temps. Parce que si je fais actuellement une étude de marché basée sur les données historiques, moi, quand je viendrai commercialiser mes appartements au milieu de lotissement, je vais les commercialiser une fois l'opération immobilière est achevée. Il y a également un cadre où je peux réaliser mon chiffre d'affaires chemin faisant, c'est le cadre de la VIFA. Et il y a également des promoteurs ou des lotisseurs qui partent vers des réservations sur plan pour
préfinancer un peu le projet, malgré qu'il n'y a pas de cadre légal pour ces pratiques. Il y a uniquement la FIFA, mais il y a peu de promoteurs qui font recours à la FIFA via le formalisme un peu rigide, si on veut dire. Donc voilà, c'est les méthodes grosso modo d'évaluation immobilière qui existent actuellement, qui sont pratiquées et qui sont les plus usuelles. Et il faut également préciser que dans le cadre d'une expertise immobilière, c'est généralement, ou je dis souvent, il faut procéder à une évaluation via minimum 2 méthodes pour pouvoir recouper les valeurs obtenues des 2 méthodes pour pouvoir se prononcer sur la valeur du bien immobilier. Et ce recoupement, il est un peu poussé à son maximum dans les OPCI. Il y a ce que j'appelle le 2 à la puissance 3, ça veut dire 2 évaluateurs immobiliers qui évaluent l'actif 2 fois par an en utilisant chacun 2 méthodes, si on veut dire. Il y a une question qui se pose pratiquement pour tous les métiers. Est-ce que l'expertise immobilière était influencée par les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle? Alors, l'évaluation immobilière est déjà influencée et plusieurs structures sont plein dedans. Parce que l'évaluation immobilière, quelque part, si on zoome un petit peu, il y a l'étude marché. Pour étudier le marché immobilier, c'est un marché qui est complexe. Il faut comprendre le territoire pour se prononcer sur l'offre. C'est quoi l'offre? C'est les appartements ou les lots de lotissement ou les lots terrains qui vont être injectés demain dans les circuits économiques. Pour pouvoir se prononcer sur cette offre, il faut aller voir les plans d'aménagement, il faut aller voir les zones ouvertes à l'urbanisation, il faut voir les infrastructures qui desservent quelle zone pour pouvoir la dynamiser, si on veut dire, pour qu'ils reçoivent l'intérêt des développeurs, promoteurs et lotisseurs. Il faut également voir les transactions sur les dernières années. Il faut également aller comprendre la dynamique du marché en faisant un zoom sur le neuf, sur le second main également. Il faut faire appel également aux caractéristiques de la demande, c'est-à-dire comprendre la démographie, les actifs immobiliers, est-ce qu'ils sont acquis par des primo-accédants ou est-ce qu'ils sont acquis par des investisseurs locatifs, parce que quand on achète soit pour habiter, soit acheter pour louer. Et du coup, c'est en ayant une vision 360 du marché immobilier, on pourra se prononcer de manière assez précise sur l'évolution du marché immobilier. Alors, toutes ces données-là, pour pouvoir les brasser, pour pouvoir les spatialiser, pour pouvoir les recouper, il faut inévitablement faire appel aux nouvelles technologies en matière de système d'information géographique déjà, parce que la caractéristique principale d'un actif immobilier, c'est sa position. Il est immobilisé, il est là, il ne bouge pas. Et du coup, je dois quelque part spatialiser toutes les caractéristiques, toutes les commodités pour dire que cet emplacement est intéressant. C'est une caractéristique extrinsèque à l'actif, mais qui donne de la valeur à notre bien immobilier. Il ne suffit pas de comprendre l'actif lui-même. Il faut comprendre l'entourage, puisque l'actif, il est là, ad vitam aeternam. Il ne va pas changer d'emplacement. Donc, il faut faire appel au système d'information géographique. La quantité de données, c'est du vrai big data, si on veut dire, et la tendance même des étudiants actuellement, la plupart des sujets de fin d'études que j'ai encadrés dernièrement, c'est des sujets de fin d'études qui s'orientent vers la prédiction rapide de la valeur finale des actifs immobiliers en se basant sur un dataset qui est constitué soit des offres éparpillées actuellement dans les sites d'offres, soit sur des transactions anciennes. Alors, pour traiter ces données, ce n'est pas très simple parce qu'ils concernent des actifs immobiliers déjà disparates. On part de l'appartement à la villa, au centre commercial, au local commercial, et à l'immeuble, au terrain brut, terrain net. Donc, c'est un dataset qui est hétérogène et c'est des milliers et milliers de lignes de données qu'il faut brasser quelque part pour faire sortir une information consolidée. L'expert immobilier, il est toujours conscient de la tendance du marché immobilier. À votre avis, quel est le dynamisme que va connaître le marché immobilier grâce à la Coupe du Monde 2030? Alors, le marché immobilier, grâce à la Coupe du Monde 2030, il y aura des aspects positifs et il y aura également des conséquences négatives. Alors, pour les aspects positifs, il faut prendre la Coupe du Monde comme un package. La Coupe du Monde, on ne va pas uniquement construire des stades. Il y a un cahier de charges draconien, il y a également une mobilité urbaine à prendre en considération.
et il y a un ensemble d'infrastructures qu'il faut mettre en place pour désenclaver des territoires. Quand on dit désenclaver un territoire, c'est augmenter l'offre immobilière. Et les équipements sportifs vont être accompagnés par un ensemble d'équipements touristiques. On voit actuellement la dynamique, surtout à Casa et Rabat, on voit carrément un renouvellement urbain. Il y a carrément une refonte de la trame urbanistique existante et des tissus urbains anciens. La Coupe du Monde aura également un autre impact, c'est un impact sur les poches des ménages. Qui dit Coupe du Monde, du monde des chantiers, dit opportunités de travail, dit revenus ou salaires versés, ça va augmenter la capacité d'acquisition des ménages, ce qui va booster quelque part la demande. L'offre sera boostée par l'ouverture des territoires, par la spatialisation des infrastructures, par la construction des hôtels, par la construction des stades. Il y a aussi la demande qui va augmenter vu les opportunités de travail que va créer la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde, il ne faut pas la comprendre cernée uniquement soit avant 2030 côté chantier ou 2030 côté Coupe du Monde proprement dite, mais également après la Coupe du Monde. On suppose que le pays va capitaliser sur les acquis de la Coupe du Monde. Il y a le territoire qui va être marketé, bien vendu aux investisseurs du monde entier. Donc, ça peut ouvrir un certain appétit aux investisseurs pour venir investir au Maroc et qu'ils découvriront par la suite. Il y aura également l'effet long terme des infrastructures qui sont là, qui sont déjà sur place. On ne va pas les enlever après la Coupe du Monde. Alors, s'agissant des conséquences négatives dont j'ai parlé, c'est d'accorder à la Coupe du Monde beaucoup de crédits et d'aller spéculer de façon rapide sur les actifs immobiliers dans les villes qui vont recevoir les matchs, ce qui va faire augmenter de façon anormale les prix. Et par la suite, on s'attend à un éclatement de la dite bulle spéculative. Ça veut dire par la suite, il y aura une correction. Ça veut dire il y aura une augmentation rapide des prix. Et une fois la Coupe du Monde se termine, il y aura un retour et un redressement. Donc il faut être vigilant côté effet boule de neige, si on veut dire, parce qu'il y a une pression des acquisitions sur un territoire, ce qui va rendre la demande dépassant de loin l'offre, ce qui va pousser les offreurs à comparer entre les demandes et éventuellement augmenter le prix. Et quand on commence dans ce cycle d'augmentation de prix, à un certain moment, il y a un redressement que je prévois après 2030. Notre épisode touche à sa fin. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation au nom de l'Association marocaine des étudiants topographes. Je tiens à rappeler que le forum Ametop Entreprise va tenir lieu à l'Institut agronomique et vétérinaire, donc vous êtes les bienvenus. Et j'espère que c'était enrichissant pour nos chers internautes et merci. Merci.